de cette rapide conf, c'est plus ce qu'on appelle en fait un retour d'expérience sur les bug bounty. Donc forcément un petit disclaimer avant ou pas. D'abord, merci aux Normands qui accueillent le breton que je suis. Donc on va essayer un peu d'enterrer la hache de guerre avant le début. Je m'excuse d'avance pour cette présentation qui sera absolument pas académique pour les personnes qui me connaissent. Et juste une phrase de Elsa Triolet que je voulais partager avec vous, qui dit rapidement qu'on devrait toujours se voir comme des personnes qui allons mourir le lendemain, car c'est le temps qu'on croit avant de voir soi qui nous tue. Tout ça pour dire au début de l'été, j'ai eu un grave accident de moto. Je me suis croûté à 130 km/h en moto, et donc j'ai failli passer j'ai failli passer de vie à trépas. Donc si j'ai peut-être un truc à dire, c'est vivez tel que vous êtes, et puis on va un peu passer dans le vif du sujet. Donc rapidement, ce dans quoi Martine va nous parler. Donc Martine va se présenter. On va poser la question à Martine en lui demandant c'est quoi les bug bounty. Est-ce qu'elle a un top 10 à nous dire, si elle a un petit rétex, 2-3 conseils à filer éventuellement. S'il y a des problématiques autour un peu des bug bounty. Et bon, c'est pas tout parce qu'on a autre chose à faire. Enfin, on va demander un peu à Martine d'aller prendre ses cachetons. Donc rapidement, qui je suis, Sax, le matin je suis ingénieur textile, je bosse dans le textile. La nuit j'essaie de faire du bug bounty. Je suis un féru de Python, je sais énormément de Python donc pour coder les exploits et autres. J'ai commencé en faisant un peu des CTF avec entre autres peut-être une équipe que certains ici connaissent qui s'appelle Expresso. Donc, petit coucou à Expresso. Donc forcément, je m'intéresse beaucoup à la sécurité informatique et surtout et par-dessus tout, tout ce qui est autour vraiment du domaine du web. Et ce qui me confère une bonne vision d'un attaquant en essayant d'être du bon côté de la force pour ne pas suivre un peu l'actualité. Et dernière chose, ça je tenais aussi à en parler rapidement, le Braille CTF, c'est une compétition de sécurité informatique, du coup un CTF que j'ai créé maintenant, ça fait 3 ans, donc là cette année on va avoir la 4e édition, donc, qui permet un peu de vulgariser la cybersécurité autour du 24 heures et dont 12 heures le soir pour faire un peu donc un capture de flag. Donc les bug bounty, qu'est-ce que c'est? Si on devait faire un rapide parallèle, à l'époque on avait un peu dans chez les westerns un peu, enfin le shérif qui demandait de ramener un fugitif mort ou vivant, et donc là le principe aussi des bug bounty c'est pareil aussi, donc dead or alive, donc en fait c'est de capturer des vulnes et de les remonter à une plateforme. Et si on devait prendre une rapide définition un peu du bug bounty, ce que ça pourrait être, c'est le but, le fait de mettre à disposition son système d'information et de demander à des chercheurs en sécurité, à des hackers, ou que sache d'autre, de pouvoir hunter là-dessus, et en fonction de la criticité de la vulnérabilité qui va être remontée, ils vont être payés à la vulnérabilité. Et aujourd'hui, en fait, on se rend compte que les bug bounty, c'est un peu un moyen assez efficient, mais aussi peu coûteux pour une structure, une entreprise, d'identifier un peu les différentes vulnérabilités qu'elle peut avoir au sein de son infrastructure et de ces différents produits qu'elle aura à mettre à disposition. Pour les plateformes, il y en a vraiment une foulitude, enfin il y en a vraiment beaucoup, donc là j'essaie d'en répertorier quelques-unes. Forcément Bounty Factory, là où je fais la grosse partie de mon activité en dehors du boulot et de pas mal d'autres choses. Il y a aussi un peu HackerOne qui est un peu le gros mastodon aujourd'hui à l'heure actuelle, qui eux ils sont américains. Il y a Integrity qui elle c'est une plateforme belge. Il y a Yogosha qui est une autre plateforme française. Il y a Bugcrowd, il y a Cobalt, il y a HackerWire, Hive. Celle-ci je la connaissais pas, je l'ai découvert il y a une semaine mais je me suis pas encore inscrit. Il y a Zerocopter, mais par contre pour Zerocopter, pour se connecter à cette plateforme-là, il faut avoir des invitations. Et il y a une autre qui est très intéressante, c'est Synack. Non, c'est pas le Synack qu'on a ici, mais c'est une Synack qui est aux États-Unis. Et eux, pour le coup, en fait, c'est un peu sur le principe du red teaming. Et donc, en fait, ils ont vraiment des chercheurs, donc font un peu envoyer son CV, passer pas mal d'entretiens pour pouvoir un peu accéder à cette plateforme-là. Mais ensuite, tous les programmes que vous aurez là-dessus, ils sont vraiment privés. Donc, il y aura 0 programme public. On pourra en reparler tout à l'heure. Rapidement pour l'ABCDR, peut-être un truc, comment commencer à se mettre au bug bounty. Je dirais peut-être lire énormément de trucs autour de la sécurité, et pour ça il y a un bon moyen, ça va être de suivre par exemple des choses sur Twitter, des blogs. Il y a pas mal de personnes qui
qui partagent. Sur Slack aussi. Sur Slack, il y a certains canaux qui sont assez intéressants à être, mais pour certains d'entre eux, il faut être invité. Donc bon, ensuite, ça pose un peu question. Et énormément aussi sur HackerOne Activité qui, là, en principe, tous les jours, il y a pas mal de personnes qui font un peu ce qu'on appelle du disclose, donc du public disclose, en fait, qui vont publier les vulnérabilités qu'ils ont trouvées et donc qui ont déjà été patchées. Donc ça permet un peu de voir, ah bah tiens, il y a telle ou telle vulnérabilité, et donc par ce biais-là, on peut en apprendre pas mal. Faire des CTF, moi j'ai commencé vraiment la sécu déjà sur IRC, et puis après en bifurquant sur les CTF avec Expresso, et aussi un peu en m'entraînant sur des plateformes comme style RootMe ou Ring Zero Team, qui sont d'excellents moyens pour voir un peu comment fonctionne pas mal de choses. Il y a une chose quand même qui reste envers tout, c'est qu'on aura beau lire des choses, si on ne les pratique pas vraiment, on ne peut pas vraiment prendre toute l'ampleur de la chose. Donc ne surtout pas hésiter un peu à reprendre des choses, soit des CVE qui sortent ou des vulnes qui ont été publiées, et puis pour les tester. Et bien entendu, il n'y a pas mieux que ce genre d'événement où vraiment être en relation directe avec d'autres chercheurs, d'autres personnes qui parlent un peu sécu, histoire de pouvoir un peu se challenger intellectuellement et techniquement. Et puis ça permet aussi un peu d'ouvrir ses horizons. Donc là, on va passer un peu rapidement à un top 10 des différentes vulnérabilités que j'ai fait. Ah oui, je fais maintenant du bug bounty depuis à peu près, on va dire, ça va bientôt faire 2 ans que j'en fais vraiment à temps plein sur la nuit. Et j'essaie pour du coup chaque vulnérabilité là que je vous proposer de prendre des excuses sur des données sur CyberExcuse. Peut-être que certains d'entre vous connaissent ce site. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite fortement à aller le voir. C'est très drôle. Ce sont un peu des vraies phrases qu'ont donné certains clients à des prestataires ou des mecs qui bossent dans la sécu. Et donc c'est là en disant que le niveau de sécurité était pourtant excellent. Et donc là, une des premières vulnérabilités que j'ai trouvées, celle-là c'est une de mes plus fun. Je l'ai trouvée au bout de 90 secondes, donc 1 minute 30 après avoir accepté le programme. Et c'est vraiment en fait une vulnérabilité des années 2000. Enfin, vous savez un peu quand vous achetez un article, vous avez un peu la possibilité de mettre des articles négatifs. Et là, pour le coup, je l'ai mis. Et puis en lieu et place de payer, c'est plutôt en fait la boîte qui me reversait de l'argent. Donc du coup, je l'ai remonté. Et puis gracieusement, j'ai eu un joli bounty pour celle-là. Une autre, pourtant, nous avions un firewall quasi neuf. Ça pour dire un peu les SSRF. Les SSRF, elles sont parfois un peu compliquées à comprendre. Une SSRF pour une Server-Side Request Forgery, qui va juste permettre de pouvoir mapper le réseau directement sans passer par un firewall. Donc celle-là, j'en ai trouvé ce qui est assez drôle sur le même scope à l'intervalle de 2 semaines. Et c'était assez marrant dans la mesure où là, j'ai pu mapper vraiment l'entièreté. Enfin, là, en plus, c'était pour un très gros de leur réseau, mais vraiment au niveau national. Donc ça veut dire que sur chaque site, du coup, il y avait vraiment les IP internes de cette boîte-là. Une autre encore en disant, pourtant on avait mis à jour Java. Tout ça pour dire que ça, c'était une LFI pour une Local File Inclusion qui me permettait tout simplement ensuite d'aller lire des fichiers directement sur le serveur. Et donc là, je me suis dit, pourquoi pas faire du code review. Donc je me suis pris une nuit entre 2 et 4 heures du mat'. Donc j'ai lu un peu tout le code source qu'ils avaient publié et je me suis rendu compte, tiens, il y a peut-être un truc à faire. Et du coup, j'ai testé et c'était drôle. Et c'est passé. Celle-là, plutôt un peu plus marrante, parce que dans la mesure, enfin, la CyberExcuse dit oui, mais de vrais bons pirates, il n'y en a pas tant que ça, si de toute façon, on ne sait pas ce qu'il a fait. Oui, on ne sait pas ce qu'il a fait, dans la mesure où là, il s'agissait d'une SQLI, donc en fait, c'était une fonctionnalité voulue de l'application, sauf que la plupart du temps, ce que je vais dire, c'est absolument pas péjoratif. Parfois, les développeurs mettent en place des choses dont ils n'ont pas trop en fait, ils savent pas trop ce qu'ils font. Et donc là, c'est une fonctionnalité qu'offrait l'application. Et moi, j'ai pu trouver un moyen d'injecter du code à l'intérieur. Et vu que par contre, j'avais pas de retour, mais que dans les injections SQL, il y a différents trucs. On va pas trop peut-être rentrer dans les détails. Donc, je me suis arrangé pour avoir un retour. Et donc, j'ai pu en fait comme ça dumper la majeure partie de tout ce qui se trouvait dans la base de données depuis une fonctionnalité qui était voulue, mais qui était très 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 mal implémentée. Une autre encore, quand on aime prendre son temps, parfois il faut le faire. Non mais l'antivirus faisait ramer, donc forcément on l'a désactivé. Cette fois-ci c'était pour une SQL blind time. Donc là elle est encore un peu plus complexe, en plus avec du Oracle. Donc je me suis quand même tapé une demi-journée à faire à pelucher un peu de la doc. Mais en fin de compte c'était assez bien parce que pour le coup à la base de ça j'avais un peu entendu parler de ce genre de vulnérabilité, mais j'avais jamais encore testé jusqu'à ce jour. Où je l'ai trouvé. Par contre, pour ça, j'étais hyper déçu sur ce programme-là parce que j'ai quand même trouvé 6
injection SQL et ils m'ont seulement payé 100 euros l'injection. Donc en fait, je me suis dit que je n'allais pas trop me fatiguer en fait à leur remonter les vulnérabilités vu qu'ils ne savaient pas trop à quoi servait un programme de bug bounty. Donc j'ai juste pris les différents rewards sur ces vulnes-là et puis en fait j'ai tout simplement arrêté de chercher à nouveau sur ces du coup sur ce programme-là. Une autre, celle-là, c'est peut-être un des trucs les plus marrants. Pour ici, les personnes qui pensent que parce qu'on a HTTPS, on est sécurisé. Non, personne. Bon, bah ça va alors. Donc, oui, le serveur était sécurisé, il fonctionne en HTTPS. Mais bien sûr, celle-là était assez drôle parce que, pour la petite info, mais bon, ça, je pense que ça va rester ici en off. J'ai toujours pas report la CVE. J'ai trouvé une CVE dans FCK Editor qui permet pour un peu de faire du WYSIWYG, donc what you see is what you get. Donc en fait, vous allez déporter toute toute la partie graphique à FCK Editor. Donc là, c'est une post XSS, donc ça veut dire que vous allez envoyer le retour et enfin, il va y avoir un traitement au niveau du serveur et quand le serveur va vous renvoyer les choses, bah là, du coup, ça va popper. Et donc là, je l'ai trouvé et du coup, le programme a report. Et donc là, j'ai encore testé il y a 3 semaines de ça et sur la toute dernière version de FCK Editor, il y a toujours la CVE. Donc peut-être que je vais la report quand j'aurai un peu de temps. Martine et les bourses, non mais même si le site est en ligne, l'URL de ce serveur n'est pas browsable, donc ça veut dire qu'on ne peut pas y accéder. Ça c'est assez drôle parce que ça c'était pour une entreprise du CAC 40 qui était aussi rentrée en bug bounty mais privée. Ce que j'ai trouvé en fait c'est un défaut de cloisonnement. Dans les défauts de cloisonnement, il y a différents défauts de cloisonnement. Il y a les défauts de cloisonnement, ce qu'on appelle du cloisonnement horizontal. Pour faire rapidement un petit aparté sur le défaut de cloisonnement horizontal, on imagine que nous tous ici on a on est du coup sur une même plateforme. Chacun a un compte A, un compte B, un compte C, un compte D, etc. Et qu'un utilisateur du compte A parvient à voir les données d'un utilisateur du compte B. Donc là en fait c'est ce qui s'est passé. J'ai un peu analysé quand même après avoir envoyé une centaine de requêtes, vu un peu comment le serveur derrière parsait et puis comment il enregistrait les fichiers, vu qu'en fait c'était du coup des données bancaires que l'on mettait sur le serveur. Enfin, ça s'explique bien dans le cadre du 440. Et puis en fait j'ai juste écrit un petit script pour récupérer tous les fichiers. Donc j'ai eu absolument tout sur les utilisateurs. Donc cela a été assez marrante. Et une dernière comme ça pour DomDom, l'attaquant là ne s'intéresse pas d'administrer nos machines. Je vous promets, c'est pas très intéressant Admin 6 en fait. Bref, donc là c'est une DOM XSS qui sont un peu plus compliquées à comprendre. Enfin, il y a de manière générale 3 types au niveau des XSS. Il y a ce qu'on appelle les reflected, il y a les stored et il y a les DOM qui sont vraiment au niveau du document object model. Donc ça veut dire que c'est la première chose qui va se charger quand on va vraiment appeler une page HTML. Donc en analysant bien comment c'était foutu, comment on pouvait en fait injecter à l'intérieur, je suis parvenu dans un contexte mobile du coup à popper une XSS et puis ensuite à l'envoyer à différents utilisateurs pour récupérer toutes leurs données. Donc ça c'était un petit et une dernière. Ça on n'y pense jamais, mais si vous faites du bug bounty, vous pourrez peut-être l'essayer. La plupart du temps, les utilisateurs, en tout cas les développeurs, une fois de plus, enfin j'ai absolument rien contre les développeurs, du moment où ils parviennent à continuer encore à faire ce genre de conneries ou pas. En fait, on pouvait uploader sur le fichier, sur le serveur, des fichiers de type PDF, JPEG, PNG. Et j'ai trouvé un moyen en fait, parce que les développeurs se basaient vraiment juste sur l'extension et non sur le type MIME du fichier. Donc en fait, leur faire croire que j'uploadais finalement en fait un fichier JPG alors que c'était tout simplement ce qu'on appelle des fichiers exe. Et donc ça derrière on peut faire en fait ce qu'on appelle du malware hosting. Ça veut dire qu'à un moment donné vous allez pouvoir au travers de la plateforme hoster du malware et le faire télécharger à d'autres personnes et au bout d'un moment enfin tous les moteurs de recherche en fait vont tout simplement vous blacklister. Donc celle-là était assez drôle aussi à trouver. Et donc après 2 ans, moi je me rends compte que les mentalités aujourd'hui commencent à changer de plus en plus. Enfin, quand on parlait vraiment il y a quoi en tout cas, je parle vraiment ici de la France et de l'Europe, il y a 2 ans un peu de bug bounty. Absolument personne ne savait de ce dont quoi on parlait. Et aujourd'hui on se rend compte que aussi bien niveau chercheur qu'entreprise, on est un peu plus dans cette approche-là. Ce qui est assez important, c'est d'avoir de très 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 bonnes relations avec vraiment les équipes qui managent un programme de bug bounty. Donc ça va être limite un peu faire plus ou moins partie de leur équipe de sécurité, histoire de bien leur expliquer comment fonctionne une vulnérabilité, comment on a pu la trouver. Ça permet vraiment de tisser de très bons liens entre eux. Par contre, au-delà de ça aussi, un peu en termes de rétex, j'ai eu 5 mauvaises expériences.
en fait, où j'ai tout simplement arrêté du coup à chercher sur le programme, dans une qui remonte exactement à pile poil un peu plus d'un an et demi. C'était pour l'armistice de l'année dernière. Donc en fait, en lieu et place, j'avais bloqué vraiment toute ma journée. Et j'avais d'ailleurs bossé sur ce programme-là avec un autre membre de Expresso. Et donc on avait vraiment passé toute notre journée. Et en fin de compte, on avait fait un total, ce qu'on appelle vraiment un peu du coup dans le domaine de la sécu, un total poonage, ownage, vraiment de la cible. Et on s'est entretenu avec les programmes managers et autres. Et finalement, en fait, ils nous ont lâché à tous les deux 500 euros. Donc en fait, on était hyper déçus alors que ça en coûtait minimum un petit 10 000 quoi. Donc voilà, enfin, ça arrive aussi, mais bon. C'était aussi une petite PME, mais quand on voit un peu le rapport, ce qu'on a pu faire et le résultat derrière, ça, ouais, parfois ça peut apporter un tout petit peu de frustration. Et par-dessus tout, si j'ai peut-être un truc à dire, c'est de rester humble. Parce que on a très vite fait de se dire, bah, ouais, on est bon ou pas. Surtout quand on sait que quand il faut rentrer en bug bounty, il y a quand même minimum vraiment deux audits qui sont passés et un contre-audit. Enfin, du coup, qui sont faits par d'autres boîtes. Et donc, ça veut dire que le bug bounty est vraiment là pour assurer une espèce de sécurité H24 avec une palanquée de plateforme. Donc, ça veut dire que 90% des grosses vulnérabilités ont déjà été potentiellement trouvées par les boîtes qui ont déjà fait les audits. Et donc, quand moi, en tant que chercheur, et nous, en tant que chercheurs, on passe derrière et qu'on trouve des vulnérabilités, parfois, on se dit, ouais, finalement, pas si mal. Donc, ouais, c'est quand même assez primordial de rester humble, même si on trouve des vulnérabilités parfois qui sont plus que critiques. Autre chose aussi, deux, trois conseils à filer. Écrire d'excellents rapports. Ça permet un peu de bien qualifier la vulnérabilité, que les équipes en face puissent bien la comprendre. Bah oui, forcément, Martine apprend à écrire, c'est très important. Et donc là, j'ai mis un peu quelques rapports, quelques captures d'écran pour vous montrer, entre autres, comme d'habitude. En fait, c'est bien beau d'être assez technique, mais savoir pouvoir retranscrire ce qu'on a trouvé de telle sorte à ce que les personnes en face, sachant que les personnes en face, la plupart du temps, c'est soit des... Même si les mecs bossent dans la sécu, parfois il y a des choses qui sont un peu compliquées, donc bien leur expliquer de quoi il s'agit avec un pas à pas, comment reproduire la vulnérabilité, c'est hyper important. Donc là encore, j'ai un autre exemple où, comme d'habitude, mais bon, celle-là par contre c'était un duplicate, même si je suis arrivé, je pense, 10 minutes après qu'une autre personne reporte le même truc, mais ils ont quand même pris le temps de me remercier apparemment pour le report que j'avais fait. Donc ça fait toujours plaisir, même si ça a été un duplicate. Connaître la cible, parfois la connaître bien mieux que les personnes qui ont mis en place le programme. Ça peut aider énormément parfois. Ouais. Savoir que la plupart du temps, on a un scope, mais ce scope-là, on peut faire bien plus de choses et parfois on peut dériver et même donner des idées, trouver des choses que même les personnes qui ont mis en place le programme eux-mêmes n'avaient pas pensé. Autre question aussi, et ça, quand on commence à faire du bug bounty à une échelle un peu régulière, on se rend compte qu'on ne peut pas continuer à en faire si on n'a pas un espèce de process, en tout cas si on n'a pas codé 2-3 de nos propres outils, et surtout par-dessus tout si on ne fait pas de la capitalisation. Ce terme-là, il est assez important. Pour rapidement finir, et on peut se poser en tout cas quelques questions. Moi, un peu, c'est les questions dont je me pose et pour lesquelles j'essaie de répondre. Est-ce que les bug bounty aujourd'hui, oups, je me suis foiré dans un copier-coller, est-ce que les bug bounty aujourd'hui peuvent remplacer ce qu'on appelle les tests d'intrusion? La réponse est clairement pas, quoi. Là, en tout cas, de manière personnelle, j'ai eu le cas où plusieurs boîtes sont entrées en bug bounty, d'ailleurs un peu comme le cas de cette PME ou d'ailleurs un autre cadre. Là, pour le coup, c'est une énorme boîte qui a quand même un peu voulu se reposer sur le bug bounty, alors que les tests d'intrusion, on ne pourra jamais s'en passer. Donc, ils sont assez primordiaux. Est-ce qu'en tant qu'entreprise ou en tant qu'hunter, demain, je peux commencer un bug bounty? En tant qu'entreprise, s'il n'y aurait pas une certaine maturité au sein de l'équipe, clairement, non, faut pas le faire. Parce que du coup, vous allez vous faire défoncer, assez méchamment. En tant que chercheur, ouais, tout le monde peut s'y mettre dans la mesure où on a un background. En fait, il n'y a pas besoin d'avoir un énorme background, il y a juste besoin de se commencer à s'y intéresser. Et puis, comme dirait l'autre, Rome ne s'est pas fait en 3 jours. Il y a par contre une autre question, là quand on est plus hunter, comment on essaie d'appâter un peu les bons hunters et de les fidéliser? Est-ce qu'on les paie directement? Du coup, est-ce qu'ils reçoivent le reward directement une fois que la vulnérabilité a été reportée, une fois que la vulnérabilité a été acceptée ou une fois que la vulnérabilité a été résolue? Sachant qu'entre ces trois statuts-là,
il peut vraiment se passer mais énormément de temps, quoi. Et j'ai l'exemple où pour le coup j'ai reporté les vulnérabilités et j'ai eu en fait le reward 6 mois après, 7 mois après, 8 mois après. Donc dans ces cas-là, pour le coup, comment dire, si on veut espérer avoir une bonne qualité, une bonne relation avec les hunters, enfin, la plupart du temps, vous n'allez pas trop les fidéliser. Alors que dans certains cas, bah, une fois que la vulnérabilité est acceptée, même si pour le coup, elle ne va pas être corrigée directement, enfin, en tout cas, il y a déjà la prime qui tombe, et puis du coup, ça vous motive en fait à chercher pas mal encore plus. Et l'autre question, pour être totalement transparent, là, c'est vraiment une question de point de vue, donc de paradigme. Tout va dépendre de quel côté de la force on se trouve. Un peu, enfin, plus pour paraphraser un film dont tu as voulu nous spoiler, Monsieur sans père. Salut Thierry. Est-ce que, en fait, en tant que hunter, quand on est un peu du bon côté de la force, donc ça veut dire qu'on a un peu accès à tous les programmes privés. Donc en fait, c'est assez bien dans la mesure où on instaure vraiment un climat de confiance avec les entreprises. On a accès en avant-première à ces programmes-là. Alors que dans l'autre cas, pour les programmes publics, enfin, sur certaines autres plateformes on va dire où je suis pas forcément privilégié, en fait, on passe après des milliers et des milliers d'autres, peut-être pas des milliers, mais peut-être des centaines d'autres chercheurs. Il y a eu pas mal de choses qui sont faites. Et dans ces cas-là, c'est assez compliqué de trouver des vulnes. Donc ça veut dire que déjà le programme est passé minimum en mode privé, donc ça veut dire qu'il a été quand même secoué assez bien. Puis ensuite, quand on passe en mode public, il n'y a pas forcément de choses à trouver. Donc ça aussi, c'est une question qu'aujourd'hui qu'on peut se poser de manière légitime. Et donc pour finir, avant les quelques questions, bah, moi je pense que le bug bounty, en tout cas en France et en Europe, avec un peu toutes les problématiques aujourd'hui qu'on peut aborder vraiment, avec un peu actuellement le fameux buzzword GDPR, je pense que le bug bounty a de très belles, en tout cas, de très beaux jours devant lui, et qu'aujourd'hui on manque quand même de certaines personnes qui partagent un peu leurs rétex et autres. Et voilà, et qu'on devrait peut-être le faire un peu plus. Voilà. J'essaie d'être un peu synthétique. Voilà. Donc si vous avez ensuite des questions, ça va aussi être l'occasion de continuer. Oui, c'est bon. Est-ce qu'on a des questions? Oui. La capitalisation dont vous parliez plus tôt, c'est quoi exactement? La capitalisation, ça va être par exemple quand tu vas pouvoir lire d'autres choses ou coder tes propres outils, en fait, ne pas répéter les mêmes choses à chaque fois que tu fais. Donc par exemple, enfin, de manière générale, quand on va aborder ce qu'on appelle en fait une target, un scope, dans 80% des cas, tu vas toujours avoir la même démarche. Donc ça veut dire quand du coup tu vas capitaliser donc, en prenant un peu cette méthodologie, soit propre à toi, soit de manière universelle, enfin, ce qu'on appelle vraiment au niveau de l'état de l'art. Donc tu vas pouvoir un peu capitaliser autour de ça. Merci. Où est-ce que vous avez eu toute cette liste de sites qui ont besoin d'aide Les sites qui ont besoin d'aide, tous les programmes qui ont besoin d'aide pour rechercher des bug bounty, justement. il y en a certains pour le coup qui sont publics, pour lesquels en fait, suffit juste d'aller sur le site, de s'inscrire, et d'autres qui sont un peu plus par ce que j'appellerais par cooptation, donc il faut plus ou moins montrer patte blanche au sein de la communauté. Et puis en fait, on est un tout petit peu invité, vu qu'on sait plus ou moins ce qu'on a fait au sein de la communauté, on sait plus ou moins en fait la manière dont on travaille, un peu la réputation et peut-être aussi le sérieux. Et puis en fait, voilà, il y a pas mal de choses. Mais il y a en fait aujourd'hui pas mal de sites. Aujourd'hui, ici, tout le monde dans la salle pourrait, par exemple sur Bounty Factory, juste aller créer un compte et puis commencer à rechercher, et puis petit à petit grimper au niveau du classement. D'accord, et c'est après, quand on arrive dans le classement, c'est là qu'on commence à être approché par les trucs privés. Voilà, c'est ça, c'est exactement l'idée. Ouais. En fait, c'est un peu sur un système de répute, ce qu'on appelle plus de la gamification. Voilà, donc c'est plus ou moins aussi un jeu, mais là, c'est un jeu dans la vraie vie. Bonjour. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de dire au client désolé, j'ai rien trouvé? Dans un bug bounty aujourd'hui, en tout cas sur la plateforme Bounty Factory, l'expérience montre qu'il n'y a aucun programme en fait où on trouve pas de vuln. Je suis désolé, mais peut-être que ça arrivera. Et
Et est-ce qu'il faut que la vulnérabilité, enfin, est-ce qu'il faut que vous démontriez que la vulnérabilité est exploitable? C'est un peu le principe, ouais, pour le coup, vu qu'on est vraiment payé à la, comment dire, à la criticité, et parfois, en fait, parfois sur des scopes qui sont un peu critiques, enfin, en fait, enfin, vu que je sais que, enfin, il y a quand même une certaine éthique derrière, je vais pas aller jusqu'au bout, je vais juste commencer, par exemple, dans le cas de certaines injections SQL, j'ai absolument pas dumpé toute la base comme le feraient d'autres personnes, j'ai juste en fait démontré, juste par exemple un POC, un peu comme le fameux calc.exe quand on fait un peu du reverse ou en fait ou du poon, en fait on pop juste le calc.exe, donc là un peu pour les injections SQL, on va juste démontrer qu'on parvient à récupérer le nom de la base de données. Donc en fait, ça en dit déjà long. Ouais. Et la plupart du temps, on essaie quand même un peu pour faciliter le boulot des équipes qui vont prendre en compte la vulnérabilité derrière, de leur proposer un POC. En tout cas, moi, dans quasi grande majorité de mes reports, je mets à chaque fois ce qu'on appelle en fait un proof of concept qui permet un peu aux personnes de pouvoir, ah bah tiens, en effet, la vulnérabilité existe vraiment. D'autres questions? Non? Ah, Est-ce qu'on a ce type de plateforme qui se développe sur autre que le web? Parce qu'effectivement, on en parle beaucoup dans le monde web, mais sur des produits qui seraient un peu plus commerciaux, type applicatif. Alors ça peut être du back-office ou Microsoft, ils ont déjà fait des programmes, j'en ai déjà vu. Mais est-ce qu'on a des plateformes qui permettraient de recenser ces produits-là, je ne sais pas, pour des vieux modules Flash, pour du Photoshop, j'en sais rien, des applications sur du client lourd? Aujourd'hui, il en existe pour absolument tout. Enfin, je pense que ce type un peu de produits ou d'applis, elles sont plus disponibles peut-être sur HackerOne qui recense un peu tous les gros produits américains. Mais ouais, aujourd'hui, tu peux rechercher des vulnes du coup sur du Flash, sur du PHP, sur du Python, en fait, vraiment sur le langage lui-même. Et quand en trouves une, pour le coup, tu la reportes. Ouais, aujourd'hui, il y a presque des programmes de bug bounty pour absolument tout n'importe quoi. Il y a même aujourd'hui aussi des programmes qui se basent autour de l'IoT, autour aussi un peu du hardware, mais pour ça aussi, il faut parfois avoir, je dirais pas un certain niveau, mais en tout cas être dans une certaine catégorie pour pouvoir en faire. Mais on fait vraiment du bug bounty aujourd'hui sur à peu près tout et n'importe quoi. est-ce qu'on a d'autres questions? Non, c'est bon. Bon, bah, merci Sax, on peut l'applaudir. Merci.